Habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma directrice de thèse et collègue, Erika Parmentier. Erika est réanimatrice médicale, elle a fait partie des premiers médecins qui ont subi un petit peu la première vague de Covid. Et avec Erika aujourd'hui, nous allons aborder une thématique un petit peu particulière puisque nous allons parler de communication avec les familles. Erika, bonjour. Bonjour Guillaume. La première question, et c'est la question classique dans le podcast, c'est une question de présentation. Donc Erika, peux-tu te présenter à nos auditeurs aujourd'hui s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Erika Parmentier, je suis réanimateur depuis plus de 12 ans dans ce service. Beaucoup de personnes ici s'amusent à m'appeler maman. Je pense que ça résume un peu qui je suis. Très bien. Tu exerces dans le service donc, de réanimation du professeur Mathieu, c'est ça ? Oui. C'est un service un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce service en question ? Donc ce service, effectivement, il est un peu particulier parce qu'il est aussi rattaché au centre hyperbare. Et c'est la raison pour laquelle on reçoit beaucoup de patients avec des infections différentes, notamment des infections cutanées, sous-cutanées, des muscles, etc. Mais on a aussi des chambres particulières qui permettent d'accueillir des infections plus sévères, plus à risque, comme notamment des coronavirus ou même des infections qu'on espère ne jamais avoir, mais comme Ebola ou des infections très rares. D'accord, des infections qui sont par ailleurs assez contagieuses, d'où la nécessité d'avoir une spécificité sur les chambres, c'est ça ? Que vous avez Oui, dans le service. Exactement. On a des chambres très particulières à SAS qui permettent, on va dire, de changer la pression dans les chambres et qui permettent donc de recevoir des patients avec un très risque infectieux, notamment de contagiosité. Ok, très bien. Erika, je pense que nos auditeurs commencent à être un petit peu familiers avec le métier de réanimateur puisque tu es la troisième à être passée dans le podcast aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous présenter toi aussi ton métier et la vision de ton métier ? Alors, le métier de réanimateur, c'est effectivement de prendre en charge des patients avec un risque vital. Mais c'est aussi pour moi un travail en équipe et accompagner les familles de ces patients. On vit des moments très intenses, notamment lorsqu'il y a une amélioration et il y a une reprise de l'autonomie avec l'aide de la famille et de l'équipe évidemment. Mais aussi des fois vers la fin de vie où là, l'accompagnement des familles est très très importante. Et moi, j'estime que la famille fait partie de l'équipe, on va dire, autour du patient. D'accord. Ok, c'est encore une vision tout à fait différente des trois premières, donc c'est d'autant plus enrichissant à chaque fois de reposer la même question, parce que chacun a sa vision des choses. Ok. Erika, dans le service de réanimation donc de l'unité E, vous avez été les premiers à ouvrir l'unité Covid. Comment tu as vécu ces premiers moments et les premières prises en charge des patients ? Alors, je ne vais pas te dire que c'était facile, ce serait mentir. On a eu beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, tous les jours, quelque chose de très dense, avec à chaque fois des suspicions, le fait de devoir lever les suspicions ou avérer, on va dire, l'état de Covid. Ça a été pas simple. Ça a été pas simple et on a mis beaucoup de choses de côté, notamment effectivement l'entrée des familles dans ce secteur particulier. Et puis on a appris beaucoup, une nouvelle maladie, on s'est beaucoup remis en question, ça n'a pas été facile non plus ça. Mais après, c'est pas que négatif. On a réalisé qu'en fait, on avait une solidarité de tout le pôle de réanimation, qu'il y a eu beaucoup d'entraide. Et ce soit entre médecins, mais aussi avec toute l'équipe soignante et puis tout venante avec des petits messages reçus par tout le monde, de gens complètement extérieurs à la médecine qui nous envoyaient des messages de soutien. Et c'est vrai que ce côté-là, ça a été un bel apprentissage aussi. Très bien. Est-ce que par rapport aux patients que visuellement on a l'habitude de prendre en charge, toi tu as constaté des grandes différences ou des grands changements par rapport à d'habitude ?
Alors, c'était des patients qui étaient très, très souvent inconscients, intubés, ventilés, ce qui est pour moi pas classique dans le sens où on a l'habitude de réveiller très vite les patients, ce qui n'était pas possible. On a habituellement une interaction importante avec les patients, avec les familles. Et tout ça, effectivement, on l'avait perdu. On n'avait pas de famille qui venait en visite. Ça a été le gros changement pour moi, quelque chose qui m'a particulièrement perturbée, j'avoue. D'accord. Le pas de famille en visite, le rationnel de ça, c'était surtout de les protéger eux. Alors, c'était en partie de les protéger eux, ça c'est certain. On ne savait pas du tout quelle allait être la contagiosité de ce virus pour les visitants. C'est vrai que, on va dire, on avait une obligation institutionnelle de ne pas recevoir de visite. Et c'est vrai qu'au début, on a été sages. Hein. On s'est dit qu'on n'avait pas à faire venir de visite. Mais après, c'est vrai que ça nous a beaucoup gênés dans notre quotidien, même si au début, on n'avait vraiment pas le temps, on va dire, d'accorder ce temps, on va dire, nécessaire normalement pour accompagner nos patients et nos visites surtout. Ok, du coup, la transition de cette émission se fait encore une fois naturellement. Du coup, ce sujet qu'on a préparé ensemble, c'était donc comment aborder, comment approcher la situation de communication avec les familles, de remise en lien de proximité qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on a perdu à cause de, institutionnellement, effectivement, ce changement de paradigme pour la protection interindividuelle. Du coup, la question que je suis amené à te poser, c'est quels ont été ou quels mécanismes, quelles initiatives dans l'équipe et de manière générale ont émergé pour pouvoir communiquer avec les familles et les proches des patients. Alors, pour pouvoir te répondre, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui a forcément aidé à avancer, on va dire, dans la communication avec les familles. Dans ces cas, c'est toujours très personnel, mais c'est important, je pense. Un samedi soir, j'étais de garde et une patiente qu'on avait déjà depuis une quinzaine de jours dans nos lits ne va pas bien du tout, au point où j'appelle la famille en leur disant faut venir parce que sinon vous la verrez plus. Et en fait, j'ai réalisé en les appelant que je les connaissais pas. Mais pas du tout, au point où j'ai découvert, on va dire, qu'elle avait des enfants, enfin plus d'enfants que je ne le croyais. Alors que moi, j'adore, pour moi, c'est hyper important de savoir, on va dire, les époux, les épouses, mais aussi les enfants. Je connais leurs prénoms, je connais, on va dire, les petits-enfants quand il y en a. Limite, je connais les animaux de compagnie. Et pour moi, c'est une manière aussi de discuter aussi avec mes patients quand ils sont conscients et puis de, on va dire, les connaître. Les rapprocher simplement de leur environnement naturel. Et j'ai besoin de les connaître et c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est très, très important. Ouais. Et en fait, donc j'ai rencontré évidemment ces deux enfants et ça m'a beaucoup perturbée de les voir d'emblée dans une situation gravissime et pas les avoir rencontrés avant et pas avoir discuté avec eux tout simplement avant. Et j'avoue, ça m'a beaucoup frustrée. D'accord. Alors, dans ces cas-là, on se remet en question et on se dit, il faut que ça change. Ouais. Il faut que ça change et à la fin de la garde, j'y ai beaucoup pensé. Le dimanche, en rentrant chez moi, j'y ai beaucoup pensé. Et le lundi matin, j'ai proposé à mes collègues qu'on appelle nous, les médecins, tous les jours à la même heure, chacun, 1, 2, 3 familles en fonction, on va dire, du temps qu'on avait, à des horaires fixes. Et en fait, ça a été tout de suite très très bien reçu par toute l'équipe médicale. Ouais. J'en avais parlé déjà pendant la garde, parce que l'idée m'était déjà venue pendant la garde avec les soignants qui avaient dit c'est plus qu'une bonne idée. Une bonne idée, ouais. Et en fait, ça nous a aidé pour plein de choses. Ça a retissé du lien avec les familles dont on en avait tous besoin. Et puis ça a aidé aussi les soignants dans un sens parce qu'ils avaient énormément d'appels le matin pour avoir des nouvelles des patients. Et ces familles, elles étaient très souvent un peu renvoyées en disant là, on n'a pas le temps, il faut rappeler plus tard, etc. etc. Et là, finalement, tout simplement, ça s'est fait naturellement. Ils attendaient notre coup de fil qui avait lieu entre 11h et midi. Ils attendaient notre coup de fil, ce qui fait que les soignants avaient plus de temps pour prendre en charge les patients. Et nous, ce lien, on l'a recréé. Et pour moi, ça a été super important. Donc c'est du lien que vous avez recréé à distance. Ça a généré probablement moins de frustration de la part des familles qui n'étaient pas retoquées systématiquement au moment où ils voulaient des nouvelles spécifiques parce que il y avait le côté intensif des soins et pas forcément la disponibilité du personnel. Ça remettait un créneau, un instant T où les gens attendaient de vos nouvelles et ça vous permettait en plus de connaître les familles. Donc c'était tout bénef, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien discuter avec les familles, donc j'ai appris plein de choses sur eux, plein de choses sur le patient que j'avais dans le lit de réanimation avant qu'il se réveille, etc. Et puis je vais pas mentir, hein, y a des familles qui m'ont reboosté le moral en me disant docteur, je vous sens fatigué au téléphone, ça va aller, vous en faites pas, je sais, c'est dur peut-être, mais vous faites pas ça pour rien, on a besoin de vous. Et c'est vrai que ça a été super, quoi. Donc Erika, donc, si je résume, ça a été un moment fort où même le coup de fil des soignants était devenu aussi quelque part une forme de soutien indirect aussi pour vous. C'était un créneau donné où il y avait un vrai moment de partage avec les familles et vous avez même plus que la sensation que l'initiative de soutien venait de l'autre côté de la barrière dans les moments les plus difficiles, c'est ça ? Moi, je l'ai un peu vécu comme ça, par moment. C'était un soutien mutuel. Et encore une fois, quand je parle d'esprit d'équipe, la famille, elle appartient. Ouais. Faisait partie de l'équipe à part entière. Ok. Écoute, c'est super chouette d'entendre ça, ça fait du bien. Moi, je voulais savoir, par ailleurs, donc en plus de la ligne de communication fixe avec le rendez-vous téléphonique qui a été instauré quotidiennement, quel autre mécanisme a été mis en place pour communiquer avec les familles ? Qu'est-ce que vous avez vu émerger comme solution et quelles initiatives solidaires vous avez vu naître par ailleurs, pardon. Alors, il y a un truc génial qui a été fait via la maison des usagers où Boulanger a donné au CHR des tablettes qui ont été configurées par la maison des usagers et distribuées dans notre service. Et donc, du coup, chaque unité avait des tablettes pour faire de la visio entre les patients et les familles. La visioconférence, ok. Ouais, et en fait, c'était très sympa aussi parce que du coup, on a pu mettre aussi un visage sur les familles qu'on appelait. Et puis, les patients qui se réveillaient, ils pouvaient les voir. Les familles pouvaient réaliser, on va dire, l'environnement. Et ça, c'était un geste solidaire génial. Génial, qu'on a au début un peu tâtonné pour mettre en place. Et finalement, maintenant, c'est devenu tellement automatique que les demandes d'amis se font entre les infirmiers et les patients sur cette tablette, enfin les familles sur cette tablette, pardon. Et maintenant, ça se fait naturellement. À quelle heure on vous appelle, un petit message, plutôt vers 16h si c'est possible. Donc c'est très sympa. Ok, très bien. Écoute, c'est l'occasion pour moi de conclure cette interview qui était passionnante. Comme tu le sais, il y a un petit principe dans l'émission, c'est le principe des questions cash. Ouais, j'ai peur. L'idée, c'est de répondre assez rapidement et sans trop réfléchir aux questions que je vais te poser. Donc, première question pour toi, Erika. Selon toi, quel élément positif ressortira de cette crise du Covid-19 ? Je vais en dire 2. La solidarité dont j'ai parlé déjà, mais surtout aussi cette capacité d'adaptation que tout le monde a pu avoir au vu de cette chose nouvelle et qu'on espère, on va dire, unique. Sans récidive. Si possible. Ok. Allez, on va passer sur la deuxième question. Donc, on va mettre au passé maintenant cette question puisqu'on est en début de déconfinement. Quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement ? Alors bizarrement, j'ai mis mon vélo sur mon home trainer et je me mettais devant des vidéos de trail et je pédalais à fond. Ok, parfait. Maintenant qu'on est déconfiné, est-ce que tu nous recommandes un livre pour nous distraire ? Ah, pour nous distraire ? Ouais. Parce que sinon, j'avais envie de te dire, pour pas te déconfiner trop vite et rester bien chez toi sagement, tu relis toute la saga des Harry Potter et je pense que tu es à un moment donné longtemps chez toi encore. Ça me va comme réponse, parfait. Et enfin, dernière et ultime question, pour toi, une musique ou un artiste qui décrit bien la situation ? Emmenez-moi, Charles Aznavour. Très bien. Erika, merci beaucoup pour cette interview. À tous nos auditeurs du Bloodcast qui sont de plus en plus nombreux et fidèles, merci de nous écouter et de nous soutenir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, sans faute. À bientôt. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, lebloodcast@gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.